Bienvenue à l'OSANO et à la Société de schizophrénie de l'Ontario et leur webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale. Je vais vous présenter les orateurs et je veux vous dire que l'une de nos oratrices, Candice Christensen McAllister, ne pourra pas être l'une des oratrices parce qu'elle doit prendre soin dans son travail de personnes atteintes de la COVID. Shane Christensen va nous parler. Il a écrit des mémoires concernant surpasser des tragédies. Il parle de maladie mentale, de schizophrénie et tout cela à cause de son expérience parce que son frère a été atteint de maladie mentale et le fils de Shane a été diagnostiqué comme étant atteint de schizophrénie. Étant donné la situation de la COVID, il va donner son livre en ligne et on le trouve dans www.youtube.com et www.kickingthedarkness.com. Nous avons Sam Miller, psychothérapeute avec plus de 25 ans d'expérience en maladie mentale, en counseling. Il est dans des équipes de réaction aux crises, le trouble du stress post-traumatique et d'autres maladies mentales. Merci beaucoup. Je voudrais commencer avec mon histoire qui en fait a lieu le long de deux générations. Mon frère, quand il avait 13 ans en 1973, a commencé à avoir des symptômes de santé mentale grave et cela a continué pour le reste de sa vie. Il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et malheureusement, ceci s'est terminé dans son éventuel suicide. Et l'une des raisons pour cela est que dans les années 70, le stigmate était littéralement 10 fois plus fort que de nos jours. Mes parents ne l'ont jamais évalué médicalement. Il n'a jamais reçu de traitement médical d'aucune sorte. Et c'est quelque chose de quoi je me suis rappelé non seulement quand j'étais un enfant, mais même jusqu'aujourd'hui. Le sentiment qu'il a presque été abandonné et on ne lui a pas donné le traitement dont il avait besoin. On continue de l'avant et à peu près 10 ans après sa mort, mon fils avait à peu près 17 ans et ma femme et moi avons commencé à remarquer des changements en lui. Quelques-uns des changements étaient physiques, d'autres étaient comportementaux. Parfois, c'était des changements subtils et parfois ils étaient suffisamment graves comme pour soupçonner qu'il était atteint d'une maladie mentale grave. Et quand je regarde en arrière et je regarde sa situation et je la compare à celle de mon frère, il s'agissait d'un glissement progressif vers une maladie mentale. Et dans le cas de mon fils, cela a commencé quand il a commencé à éparpiller des épices partout dans la maison. Cela s'est passé plusieurs fois et après on pouvait sentir dans la maison de l'odeur comme le décolorant, comme un agent de blanchiment. Il faisait des choses de ce genre et on a découvert un jour qu'il était en train de pendre du papier aluminium dans sa chambre et qu'on lui a demandé pourquoi il le faisait. Il a perdu le contrôle de lui-même. Il disait qu'il pensait que le FBI était après lui et qu'il voulait savoir ce qui se passait chez lui. Et nous savions que quelque chose de grave se passait avec lui. Et comme mon frère n'a pas obtenu l'aide dont il avait besoin, ma femme et moi avons conclu que nous devions faire quelque chose d'immédiat
quelque chose de très très fort et que de nier la situation n'allait pas aider notre fils. L'enjeu auquel nous avons fait face, et je ne l'aurais jamais imaginé, est que non seulement mon fils manquait d'introspection par rapport à sa maladie et il était en déni, mais il s'opposait aussi agressivement à recevoir de l'assistance médicale du tout. Et cela a terminé par devenir probablement la chose la plus difficile que nous avons rencontrée. Parce que s'il avait eu une maladie physique, s'il avait fracturé son bras, s'il avait eu une maladie physique, on n'aurait pas subi cette opposition agressive d'obtenir un traitement médical. Et cela rendait tout tellement plus difficile parce qu'il ne voulait pas et il n'était pas capable d'aller obtenir du traitement. Sam, voulais-tu ajouter quelque chose à cela? Merci Shane et merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. De ce que je voudrais parler maintenant est de quelques-uns des points que tu as mentionnés, mais tout d'abord du stress des aidants naturels et peut-être le long de notre présentation d'aujourd'hui, nous parlerons des détails spécifiques des aidants naturels concernant quelqu'un qui prend soin d'une personne atteinte de maladie malade et tous les stigmates associés avec cela. Toutes les exigences pour les aidants naturels sont surpassantes et surtout si vous n'avez pas de contrôle et Shane, dans ta situation en particulier, peut-être tu étais en avance par rapport à d'autres personnes individuelles parce que tu avais l'expérience de la maladie mentale de ton frère et tu as pu le connecter avec la situation qui se passait avec ton euh, fils, mais du côté du stress des aidants naturels, c'est généralement des gens qui veulent t'aider et donner. Et quand on a des émotions ayant à voir avec être un aidant naturel, cela peut surpasser peut-être la culpabilité, que suis-je en train de faire ou ne pas faire, de l'anxiété, de la crainte. Euh, et cela à l'intérieur, et quand on ajoute à cela toutes les émotions que l'on a en ce qui concerne des personnes qui ne sont pas dans votre situation, qui ne comprennent pas forcément ce qui est en train de vous arriver, pourquoi a-t-on toute cette gamme d'émotions? Parce qu'en tant que parent, on veut t'aider. En tant qu'aidant naturel, on veut faire une différence. Et Shane, tu as dit quelque chose de très intéressant euh, qu'il ne voulait pas accepter l'aide, qu'il ne reconnaissait pas sa situation. C'était l'un des défis et on fait face à cela en tant qu'aidant naturel. Et parfois, un autre stress, c'est que la relation qu'on avait jusqu'à ce moment-là est une relation qui change. La personne avec laquelle on a à voir est en train de changer. Ce n'est pas un scénario auquel on avait rêvé en allant de l'avant. Et aussi, la culpabilité et l'inquiétude quand on est un aidant naturel implique un jeu d'équilibre. Combien de mon temps, de mon énergie vais-je donner à cette personne qui, bien évidemment, a besoin de moi et combien est-ce que je réserve pour moi-même? Et c'est un acte d'équilibre. Dois-je donner à la personne le tout ou me donner quelque chose à moi? Et c'est un défi et et comprendre les émotions et la gamme d'émotions qui vont être impliquées et pouvoir reculer un pas en arrière, regarder les choses, comprendre qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes d'une seule fois. Mais je suis sûre, Shane, que ce fut la réaction initiale. Comment puis-je corriger cela rapidement et rendre la personne meilleure? Et du point de vue de ce que tu as dit de fracturer le bras, c'est tout l'enjeu de comprendre le stigmate. La plupart d'entre nous, quand nous parlons de maladie
Quand on est un aidant naturel, on utilise le modèle médical. J'ai fracturé mon bras, une espèce de maladie, on va chez le médecin, on le diagnostique et on le traite. Mais ce n'est pas la même chose avec la maladie mentale, du point de vue de notre façon de comprendre les choses, ni du point de vue de la personne malade, ni du point de vue des amis et de la famille qui essaient de comprendre la situation. Donc, encore une fois, beaucoup de choses que tu as dites sont tellement véritables et importantes pour les aidants naturels et spécifiquement pour les aidants naturels qui prennent soin d'une personne atteinte de maladie mentale. Je veux parler du stress aussi et de l'épuisement, c'est-à-dire comment équilibrer les choses, comment se protéger, comment protéger sa propre santé physique et mentale en étant les dents naturelles que l'on veut être et que l'on peut être parce que l'on va être sans doute le meilleur défenseur des droits de son enfant. Et je te remercie d'avoir mentionné tous ces points. Absolument, Sam. J'aime le fait que tu as mentionné la culpabilité de l'aidant naturel parce que dans ma situation, c'était très facile pour moi d'être surpassée avec beaucoup de choses et l'une d'entre elles était la culpabilité dans le sens que j'avais témoigné la situation de mon frère et tu sais, quand ma femme et moi, nous nous étions mariés, on voulait des enfants immédiatement, on l'a fait, on a fini par avoir 3 enfants dans une période de 6 ans. Et on ne considère même pas une seule fois l'ADN ou ce qu'on donne aux enfants à travers cela. Ce n'est qu'après la situation de mon fils où, encore une fois, c'est facile de rentrer dans un état d'esprit négatif où j'ai eu beaucoup de culpabilité. Je me posais des questions, je pensais que j'étais égoïste pour avoir des enfants et qu'à cause de cet égoïsme, une personne que j'aimais, sa vie était en train de passer par une situation qu'aucun parent ne veut pour ses enfants. Donc, ce fut quelque chose de très difficile pour moi d'accepter. Et avec le temps, en parlant avec beaucoup de psychiatres, de professionnels de santé mentale, ma femme et moi avons obtenu beaucoup de soutien. Nous avons pris avantage de plusieurs groupes de parentage pour être exposés à ce que d'autres parents étaient en train de subir. Et il existait une consistance dans le sens que nous nous sentions tous coupables, non seulement parce que moi, j'avais eu la situation de mon frère, mais tous les parents qui étaient là. Et en fait, il s'agit du fait que on adore nos enfants et quand ils sont malades, on se blâme. Et ce qu'on découvre avec le temps, c'est que cela est un, on une utilisation inutile de l'énergie. C'est contre-productif, ça n'aide pas la situation du tout et c'est quelque chose que je voudrais vraiment stresser du point de vue de mon expérience de vie. Il faut bloquer n'importe quel type de négativité. Il faut toujours chercher le positif et éventuellement j'ai pu le faire. Et donc, pendant une période de temps, je n'ai pas eu cette culpabilité. J'ai accepté le fait qu'il existe beaucoup de raisons, beaucoup de causes pour une psychose, pour une schizophrénie. Et dans le cas de mon fils, nous savions qu'il avait été en train d'utiliser le marijuana et d'autres drogues. Et euh, la science indique clairement que probablement un 10% de la population pourrait avoir une prédisposition génétique et s'ils utilisent le cannabis ou d'autres drogues, ils pourraient avoir la tendance à une psychose ou éventuellement à la schizophrénie. Et avec le temps, quand j'ai commencé à voir les données scientifiques, en fait, cela a allégé une grande partie de la culpabilité que j'avais subie et cela renforce votre croyance par où, parfois,
la vie, qu'il s'agisse de la schizophrénie. Dans mon cas, quand j'avais 55 ans, j'ai subi une attaque au cœur et j'étais le genre de personne qui avait fait de l'exercice pendant 30 ans. Je mangeais correctement et l'une des raisons pour lesquelles je faisais de l'exercice et j'avais un mode de vie sain, tu l'as mentionné, mais on parlera avec plus de détails. J'avais reconnu qu'afin que je puisse être un bon aidant naturel pour mon fils, je devais être fort, sain, et c'était la seule façon par laquelle j'allais absorber le stress par lequel était en train de passer à cause de mon fils. Donc je mangeais bien, je faisais de l'exercice, je dormais toujours 7 heures par nuit, j'essayais, c'était l'une des façons, et c'est quelque chose que je comprends, que beaucoup de personnes, même si nous passons par ce que nous passons aujourd'hui, c'est très difficile de dormir parfois, mais il faut vraiment faire tout ce que vous pouvez, si cela veut dire réduire la caféine ou l'alcool, quoi que ce soit que vous devez faire, aller faire une marche parce que le sommeil est tellement important comme moyen de maintenir votre propre santé et santé mentale. Et c'est ce que nous avons incorporé quand nous avons géré la situation de notre fils, parce que notre parcours a duré des années. Ce n'était pas des jours ou des semaines, ce furent des années. Et cela ne se termine jamais, parce que quoique mon fils est stable maintenant, mais avec la schizophrénie, on n'a jamais un rétablissement médical, comme on l'appelle. C'est quelqu'un comme ma situation, j'ai eu une attaque au cœur et je dois prendre des médicaments pour le reste de ma vie. Mon fils doit prendre des médicaments pour le reste de sa vie. Donc, on se rétablit dans une certaine mesure, mais dans son cas, c'est une stabilité médicale. Et c'est ironique que ma situation médicale l'a aidé à l'accepter et cela l'a aidé dans sa stabilité parce que maintenant, pendant 3 ans déjà, il prend son médicament et nous n'avons pas eu de problème avec cela. Et tout comme moi, les médicaments sont essentiels et ils règlent la situation de santé physico-médicale. Shane, je veux mentionner quelques détails. D'abord, côté culpabilité. Une des raisons pour lesquelles on a de la culpabilité est ce qu'on ne comprend pas la connexion entre les connaissances et le pouvoir de pouvoir faire des choses avec ce qui nous arrive. Une autre chose est, que tu as mentionné est parler avec d'autres parents. Mon expérience avec des personnes qui sont des aidants naturels, surtout de personnes atteintes de santé mentale, est qu'ils sentent qu'ils sont seuls, que personne ne va comprendre, que pas beaucoup de personnes sont dans leur situation. Et avoir ce groupe de soutien est quelque chose d'extrême valeur pour comprendre que vous n'êtes pas seul et que l'on peut obtenir des idées merveilleuses d'autres personnes et d'avoir ce sentiment d'appartenance à un groupe, à des groupes de personnes. Tu as parlé de l'exercice. Nous savons que quand on est anxieux et quand on est atteint de stress chronique, telle qu'est la norme pour les aidants naturels, cela peut affecter beaucoup notre santé physique. On est plus susceptible à des enjeux de maladie, d'enjeux émotionnels, très fréquemment un manque de sommeil. Donc tout cela augmente la vulnérabilité et donc nous devons pouvoir prendre soin de nous-mêmes avec cela. Tu as aussi mentionné quelque chose ayant à voir avec les stigmates. Je le lis aux stigmates. Tu as parlé de l'utilisation de médicaments. Tu en prends pour ta maladie cardiologique et versus les médicaments de ton fils comme étant atteint de schizophrénie. Comme thérapeute,
Pour moi, c'est exactement la même chose. Si on parle de réduire les stigmates, on ne poserait pas de question pendant une seconde à une personne atteinte de diabète qui doit prendre des médicaments pour le reste de sa vie. Et on ne devrait pas poser de questions ou douter que quelqu'un atteint de maladie mentale doit prendre comme médicament pour le reste de sa vie. C'est du soutien, c'est comprendre qu'une maladie est une maladie et c'est aussi le fait de comprendre que ton fils, quand il prend son médicament, il va très très bien. Les 2 CD qu'il a enregistrés, la stabilité à la maison, etc. Encore une fois, cela souligne euh, que quand on reçoit le traitement pour une maladie physique, on peut passer de l'étape de la maladie physique à une stabilité. Et si on regarde une maladie mentale et ses médicaments de la même façon, non seulement réduira-t-on les stigmates, mais cela aide aussi du point de vue de la culpabilité de la pause qu'un aidant naturel peut avoir dans son inquiétude constante. Et si tu me permets, je voudrais parler rapidement de quelques-unes des choses qui se passent du point de vue du stress des aidants naturels et le potentiel d'arriver à l'épuisement. Parce que nous voulons comprendre non seulement les idées que tu partages, Shane, mais aussi parler de ce que d'autres aidants naturels peuvent être en train de subir du point de vue de leur situation particulière comme aidant naturel. Donc, quels sont des signes communs du stress de l'aidant naturel? L'anxiété, se sentir fatigué, des difficultés de sommeil, des choses qui ne me dérangeaient pas auparavant me dérangent maintenant parce que ma tolérance aux situations difficiles est beaucoup plus sensible. Un trouble à me concentrer, les troubles de la concentration sont fréquemment un enjeu pour des gens qui sont atteints de stress comme aidant naturel. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, mais où est-ce que je me concentre? Je me concentre à la personne de laquelle je prends soin. Ce n'est pas que je puisse pas me rappeler de date où se trouve mon ami, mais c'est parce que je suis très concentrée à la personne malade de ma famille de laquelle je prends soin. Et fréquemment, tu sais, un autre signe du stress des aidants naturels est que, bon, ça serait très bon de faire des choses de loisirs pour nous-mêmes, de l'exercice, etc., mais on est surpassé, on est épuisé, etc. Donc, si l'on pouvait faire quelque chose avec, du point de vue de prendre soin de nous-mêmes, et on en parlera encore plus tard, on peut, disons, le faire, mais parfois on est très surpassé par les choses et on peut arriver au point de l'épuisement de les dents naturelles, l'énergie se voit très diminuée, on saisit tout, la colère est partout, c'est très intéressant la colère comme émotion, ça vient soit de la crainte, soit de la frustration. Et dans ce cas-ci, comme aidant naturel d'une personne atteinte de maladie mentale, c'est la crainte de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas comprendre. Et si vous le couplez avec la frustration d'être un aidant naturel de quelqu'un qui est atteint d'une maladie mentale, est-ce qu'ils vont accepter mon aide? Est-ce qu'ils vont vouloir de l'aide? Et même s'ils veulent de l'aide, vous savez, si c'est une personne d'un certain âge, on a des enjeux de confidentialité. Vous pouvez être l'aidant naturel qui fait toutes les choses correctes, vous prenez soin de votre enfant avec les professionnels corrects, mais qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi ce qui se passe, dit le professionnel, mais à cause de la confidentialité et les lois de discrétion pour les psychologues, psychiatres, etc., la réponse que vous pourriez obtenir n'est peut-être pas celle dont vous avez besoin pour alléger une partie de vos craintes. Donc c'est un autre défi auquel on pourrait faire face. Mais il faut comprendre que
l'on devrait se réconforter par l'idée qu'on est avec le professionnel correct, qu'ils obtiennent l'aide dont ils ont besoin, qu'ils obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Absolument. Moi, je peux comprendre beaucoup de choses que tu as dites et je voudrais mentionner quelques-unes des choses. Le soin de soi-même. L'une des choses desquelles ma femme et moi nous sommes rendus compte était que ceci allait être un marathon et qu'à différence de, bon, on a mentionné une analogie d'un os fracturé, on emmène l'enfant à l'hôpital, c'est diagnostiqué, c'est traité, on lui met le plâtre, 12 semaines plus tard, l'os se récupère et le problème est résolu. Mais dans la situation de mon fils, comme je l'ai dit, c'était un marathon et il fallait littéralement prendre un jour à la fois parce que c'était une situation fluide, donc la dynamique changeait. Parfois, ça changeait d'une heure à une autre, dépendant de sa situation mentale. Donc, on était non seulement en train de jongler, d'obtenir le traitement médical de santé mentale dont il avait besoin, mais aussi un grand enjeu était pour mon fils la conformité avec les médicaments. Et si cela n'allait pas bien, même si on passait par une période prolongée de ce qu'on appelait le succès, où il prenait ses médicaments, il semblait avoir la compréhension du fait qu'il fallait qu'il prenne les médicaments, cela pouvait changer tout subitement et personne ne pouvait le prévoir. Donc c'était une raison encore plus importante pour laquelle ma femme et moi avons été très stratégiques et on a maintenu notre soin de nous-mêmes. Et cela est un point très important que tu as mentionné. L'aidant naturel doit être conscient du fait qu'il doit maintenir sa propre santé parce que l'on n'est pas bon pour la personne qu'on essaie d'aider si la santé de soi-même commence à avoir des problèmes. Et l'autre chose que nous avons subi, et je sais que dans nos groupes de soutien pour les parents, il existe une consistance par où c'est très difficile pour une relation. Ma femme et moi étions mariés déjà plus de 20 ans quand notre fils est devenu malade. Et donc, on avait cette relation très forte. On avait passé par plusieurs défis déjà. On avait perdu des personnes aimées à des maladies terminales, des choses de ce genre. Mais on a été testé avec la situation de mon fils parce que c'est totalement unique. On adore nos enfants d'une façon très différente de l'amour qu'on sent envers d'autres membres de la famille. Et c'est facile dans une relation, même avec cet amour et cette loyauté à long terme, on peut parfois aller un contre l'autre. Tu mentionnais auparavant qu'une partie de l'épuisement pour les aidants naturels est qu'ils se fâchent plus facilement. Et je peux dire définitivement que dans mon cas, c'est compliqué parce qu'on a à voir avec tellement de choses, mais j'ai dû travailler très très fort à cela et reconnaître que la raison pour laquelle j'étais peut-être fâchée était parce que j'étais atteint de cette culpabilité et je n'aimais pas le fait que mon fils avait changé de façon tellement signifiante, sa personnalité, on a un sentiment de perte de différentes façons et c'est différent de quand mon beau-père était en train de souffrir de leucémie, d'un cancer terminal. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires et la seule façon de passer par cela est de se regarder soi-même, de rester fort mentalement et physiquement. Et une autre chose que tu as mentionnée, Sam, qui est essentielle, c'est l'importance d'avoir de l'information et de la bonne information. On a beaucoup de chance de nos jours par où on a des organismes comme l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Je suis aussi affiliée avec la Société de schizophrénie de l'Ontario.
qui fait des innovations côté santé mentale et j'utilise les deux groupes pour obtenir une grande partie de l'information dont j'ai besoin même aujourd'hui. Et je suggérerais fortement à tous les aidants naturels qui vont tous avoir besoin d'informations solides, surtout pendant les étapes précoces, quand en fait vous n'êtes pas conscient de tellement de choses parce que vous êtes, disons, jeté dans une situation où vous êtes tout à fait surpassé. Et même dans ma situation, ayant passé par l'expérience de vie de mon frère, mon fils, c'était quelque chose de tout à fait différent. Parce que, encore une fois, c'est votre fils. Alors vous sentez que c'est vraiment trop. Et en 2004, quoi qu'on avait de l'information sur l'Internet, ce n'était rien comme aujourd'hui. Donc, je vous suggérerais fortement, je suggérerais à n'importe quel aidant naturel pour son propre soin de soi-même d'utiliser, qu'il s'agisse de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Euh, il faut faire une recherche complète dans l'Internet et obtenir de l'information qui peut vraiment faciliter non seulement le traitement de la personne aimée ou de l'ami ou du membre de la famille que vous êtes en train d'aider, mais aussi le soin de vous-même. Et vous découvrerez le long de votre parcours que cela est tout aussi important que le soin que vous donnez à votre personne aimée. Shane, je voudrais vraiment te remercier pour quelques-unes des suggestions que tu as faites, spécifiquement prendre soin de soi-même physiquement et émotionnellement aussi. Je voudrais indiquer quelque chose qui serait, je pense, important pour des personnes qui sont des aidants naturels, surtout pour des personnes atteintes de maladies mentales. D'abord, je veux parler de ce qui s'appelle pratiquer l'acceptation. Quoique c'est très injuste et qu'on a une difficulté à accepter n'importe quelle maladie, à un certain moment, il faut l'accepter. C'est la réalité. Et on a un parcours pour les émotions, les bonnes et les mauvaises. Et si on se permet d'être triste, d'être fâché et de sentir ce que l'on sent, on pourra éventuellement accepter la joie et le côté positif et les moments spéciaux qui se passent dans notre parcours comme aidant naturel. Deuxièmement, il faut accepter le choix d'être un aidant naturel. Vous avez pris le choix conscient d'être un aidant naturel pour la personne aimée et c'est quelque chose de merveilleux que vous êtes en train de faire. Et cela doit être reconnu. Et cela vous mène loin. En tant qu'aidant naturel, vous aurez des occasions de vous rendre compte que cela vous a changé de maintes façons. Vous devenez une personne plus sensible et cela peut-être est quelque chose de très positif et acceptez-le aussi. Mais comme Shane l'a dit, de façon aussi adéquate, il ne faut pas laisser que ce parcours d'être aidant naturel prenne toute votre vie. Il faut que vous reconnaissiez vos besoins physiques, vos besoins au sein de votre relation, et une partie de reconnaître ces besoins et de faire quelque chose avec est de comprendre que vous ne devez pas être à la charge de tous les soins. Il faut accepter la responsabilité. Parfois, je dis aux gens, vous avez un réseau de soutien très grand et la personne dit, je ne veux déranger personne d'autre. Et ma question est toujours, alors si quelqu'un dans votre réseau avait une difficulté et vous demandait du soutien, que feriez-vous? Ben, je ferais tout ce que je pourrais. Tous me le disent. Alors imaginez-vous la joie et le désir d'aider que les autres personnes sentent envers vous. Acceptez le soutien, déléguez des responsabilités. Donnez-vous une pause, travaillez à vos relations, établissez des priorités pour des choses et pour des activités qui rendent votre vie
heureuses, qui vous rajeunissent. Si on passe tout le temps notre énergie à être utilisée, à l'utiliser, il faut remplir cette énergie à nouveau dans nos relations, dans notre soin de nous-mêmes et dans ces moments merveilleux et positifs qui existent. Il faut les chercher avec la personne de laquelle on prend soin. Shane, je suis sûre que tu as beaucoup de joie et de fierté quand ton fils, disons, a produit ces 2 CD. Tu devrais être certainement très heureux. Et les moments où tu as eu la connexion avec le manque d'égoïsme de ton fils qui a compris, si moi je prends mes médicaments, papa va prendre ses médicaments. Donc il existe des moments positifs, n'est-ce pas? Et nous devons vraiment prendre soin de nous-mêmes de cette façon-là. Prendre tous ces moments de soin de nous-mêmes parce que finalement, c'est comme on dit quand on est dans l'avion avant que l'avion ne part. On obtient des instructions et ils disent si vous voyagez avec un enfant au cas de turbulence, placez le masque d'oxygène sur votre bouche avant de le mettre sur votre enfant. C'est-à-dire, il faut tout d'abord prendre soin de nous-mêmes parce qu'afin d'être le meilleur et dans naturel, on doit être le meilleur nous en tant que personne individuelle. Je voudrais parler un peu de stigmates, mais je veux te passer le micro à toi, Shane, parce que tu t'y connais beaucoup à la conscience des maladies mentales et les stigmates. Oui, l'une des choses que je veux mentionner rapidement, hein, parce que tu l'avais insinué, et après cela je passerai au stigmate, c'est que c'est important de se rendre compte du fait que, quoique dans notre cas, la situation de mon fils aurait pu prendre, disons, toute notre vie, il fallait quand même qu'on aille encore au travail. On avait encore 2 autres enfants. Ils étaient adolescents à l'époque et nous avions affaire avec eux, en plus de la situation de mon fils. Et donc, je voulais le dire, le reste de votre vie n'arrête pas et vous ne pouvez pas laisser que cela arrête. Aller au travail était avantageux de différentes façons pour ma femme et pour moi. Cela peut être défiant parfois, difficile. Et l'une des façons par lesquelles c'était difficile, c'est que parfois, on pouvait témoigner les stigmates au travail. C'est quelque chose à double tranchant. Il y avait des avantages au travail, mais parfois on avait des réalités malheureuses. Mais encore une fois, pendant une période de temps, avec le temps plutôt, c'est similaire à être un soldat où on a la force mentale de lutter contre la négativité parce que les stigmates sont quelque chose qui prend le tout. La situation de mon frère dans les années 70, on ne pouvait même pas en parler en dehors de la maison et même au sein de notre famille. Je n'avais que 11 ans à l'époque et quand je demandais à mes parents, je posais des questions simples à mes parents. Qu'est-ce qui se passe avec Eric? C'est quoi son problème? Qu'allez-vous faire pour améliorer sa situation? On me taisait presque immédiatement et maintes fois la réponse était une réponse d'impuissance. Ma mère croyait vraiment qu'il n'y avait personne qui pouvait aider mon frère. Elle n'avait pas confiance au système médical et sans doute au système de santé mentale. Et elle croyait qu'on allait verrouiller mon frère dans une institution et tout était négatif. Quand vous allez de l'avant à la situation de mon fils 30 ans plus tard, je fus rempli d'énergie par les échecs non seulement de mes parents, mais aussi de la société qui ont résulté dans la perte de mon frère. Et j'étais absolument convaincue que je n'allais pas suivre leur pas. Je n'allais pas laisser que les stigmates ou la crainte me préviennent de faire
tout ce que je pouvais afin d'assurer que mon fils obtienne le traitement dont il avait besoin, et cela incluait de lutter contre lui et contre sa résistance. Cela incluait lutter contre le mur invisible qui existe dans le système et que l'on subit au début et qui est très difficile à surpasser. Mais au bout du fil, une chose que je veux dire, et tu l'as mentionné, Sam, est le sentiment énorme de satisfaction et de joie pure quand votre enfant réalise cette stabilité. Donc après beaucoup d'années de lutte, mon fils a fini par terminer sa 12e année. Il a obtenu sa licence de conduite, il s'est acheté une voiture et voilà des choses qui sont tellement importantes, non seulement pour son bien-être mental, mais pour l'estime de soi. Et c'est un jeune homme qui, pendant les pires moments de sa psychose, ne pouvait même pas finir une phrase. Il ne pouvait pas lire du tout, il ne pouvait pas voir la télévision. Et à cause du fait qu'à travers nos efforts et ses efforts à lui et la conformité avec les médicaments, il a pu atteindre tous ses succès. Cela est quelque chose d'énorme. Et il a subi maintes fois des stigmates. Et cela a donné comme résultat, maintes fois, un manque de compréhension de son côté ou le fait qu'il voulait nier sa maladie. Et l'une des histoires sympas dans notre expérience, c'est qu'après avoir eu mon attaque au cœur, et personne ne veut une attaque au cœur, mais encore une fois, il faut toujours regarder le côté positif. Et comme je devais prendre des médicaments tous les jours, quand j'arrivais à la maison, mon fils et moi, on prenait les médicaments ensemble. Et on a eu une expérience très sympa, comme au début, il me demandait sur mes pilules. Et il me disait, qu'est-ce que cette pilule que tu prends? Et je lui disais, c'est quelque chose qui amincit le sang. Et il me disait, bon, est-ce que tu vas devoir prendre cela pour le reste de ta vie? Qu'est-ce que cela fait? Après la pilule qui réduit le cholestérol. Et il voulait savoir toutes ces choses différentes. Et je pouvais presque voir qu'il existait presque un soulagement, il avait ce regard d'acceptation. Papa, il n'est pas différent de moi, il doit prendre ses médicaments afin de survivre. Et ce fut vraiment un moment très très beau parce que cela montre ce que toi et moi avons mentionné de façon répétée. Il n'existe pas de différence entre une maladie mentale et une maladie physique. Et maintes fois, quand on a l'une des deux, il faut prendre des médicaments. On ne devrait pas avoir de stigmate ni de négativité là-dessus. Et cependant, cela existe parfois, mais nous savons certainement que cela ne devrait pas être le cas parce que parfois, qu'on ait une attaque au cœur, qu'on subisse une maladie mentale ou qu'on ait du cancer, il faut prendre les médicaments et ce n'est pas quelque chose de négatif. Merci beaucoup, Shane. L'une des choses que je voulais indiquer en ce qui concerne les maladies mentales et les stigmates, comme tu l'as dit, il y a 30 ans, les choses étaient différentes. On a fait beaucoup de progrès du côté de comprendre et de former en ce qui concerne les maladies mentales. Les choses existent encore. Les gens disent, les personnes qui sont atteintes de maladies mentales sont des fainéants ou ils sont agressifs quand en fait ils sont plutôt généralement des victimes de la violence. Mais les stigmates existent. On voit dans les médias des rapports sur la santé mentale et fréquemment c'est plutôt le côté extrême que l'on écoute. On ne va pas entendre dans la radio qu'il existe des milliers de personnes qui sont atteintes de dépression et qui auront une vie quand même très heureuse. Donc c'est ça la réalité. Donc nous devons le souligner, nous devons former les personnes. On a des biais, on a des difficultés, mais le plus on forme, le plus on a des initiatives comme
la cause ou des personnes comme toi, Shane, qui écrivent des livres, qui font des webinaires, le plus cela deviendra une façon de comprendre et moins ce qu'on appelle les choses que l'on ne veut jamais mentionner. Parce que le plus on sait, le plus nous comprenons. On voit qu'une maladie mentale est comme toute autre maladie, on la traite, on la soutient et si on prend soin de cela, on peut vivre une vie très saine et avoir un beau style de vie. On l'a parlé, toi et moi, maintes fois, que de pouvoir parler de cela, pouvoir avoir affaire avec une maladie mentale, que ce soit la personne qui la souffre ou la personne qui le soutient, vraiment, c'est un acte véritable de courage. On est tellement béni d'avoir des personnes comme toi qui veulent bien en parler, parce que c'est ce qui fait la différence. Que les personnes comprennent les maladies mentales, mais aussi des personnes qui ont pris le pas de devenir des aidants naturels. Cela fait une très grande différence, absolument. Et je voudrais dire aussi que quoique bien évidemment ma femme et moi n'auraient jamais choisi que notre fils doive passer par la situation qu'il a et continue à avoir, on a eu tellement de choses positives comme je l'ai mentionné auparavant. Euh, il a réalisé une stabilité phénoménale. Je sais que pendant les pires des moments de sa maladie, et c'est très important de s'en rappeler comme aidant naturel, on ne peut jamais être trop haut ou trop bas parce que parfois on sent que ça ne va jamais se terminer et on ne peut pas voir la lumière au bout du tunnel comme on dit. Mais on aura des triomphes et il faut être patient et comme on l'a dit plusieurs fois déjà, on doit regarder le soin de soi-même et lutter contre la négativité et ne vous permettez pas d'être surpassé. Et là, vous arriverez à avoir des triomphes. Et parfois, les triomphes peuvent être très longs. Mais cherchez la positivité et acceptez-la. Quand vous avez une bonne journée, vous le reconnaissez et là, vous vous rendrez compte que vous aurez des jours qui ne seront pas si bons, ce qui ne veut pas dire que vous avez tout perdu. Vous l'acceptez simplement tel quel. C'est un marathon. Et cela vous aide avec le temps. En tant qu'être humain, nous apprenons de notre expérience et nous devenons plus forts quand nous passons par ces temps-là. Et pendant une période, on voit les hauts et les bas et on ne se permet pas d'arriver trop haut ou trop bas. Ce qui ne veut pas dire que vous devenez insensible, mais c'est plutôt un état d'esprit stratégique, dirais-je, qu'avec le temps, vous vous rendez compte que vous devez maintenir la positivité en tant qu'aidant naturel et vous devez incorporer des mesures stratégiques, l'exercice, ne rien faire comme boire de trop, utiliser des drogues, si cela vous affaiblit ou à perdre votre force, vous devez être conscient et vous devez contrôler les choses et prendre les pas adéquats pour vous assurer d'être aussi fort que vous devez l'être pour être le meilleur aidant naturel que vous pouvez être. Merveilleux. Merci Shane et Sam pour cette conversation tellement inspirante.